Alors, l'innovation, on a pris comme angle les startups parce qu'on en parle de plus en plus. Et on s'est posé la question comment les startups peuvent s'intégrer dans le système aéronautique fait de grands groupes, d'équipementiers, de sous-traitants. Et donc, pour plancher là-dessus, sur ce sujet, nous avons invité Yann Barbeau, qui est directeur de l'innovation chez Airbus, Avions Commerciaux, je précise. Patrick Fardot, qui est... alors, je vais le dire en français, vous êtes directeur des ventes marketing développement chez Dassault Systèmes, donc qui fut une start-up en son temps, en 80 et quelques. 81, pardon. Et donc, qui aujourd'hui est un groupe de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, même nettement plus, et qui aujourd'hui aide peut-être des startups à décoller. Et puis enfin, François Chopard, qui est le fondateur de l'accélérateur de startups Starburst Accelerator, qui est spécialisé plutôt dans l'aéronautique, pas seulement, vous avez aussi quelques autres activités, mais vous nous l'expliquerez, voilà, et qui est à Paris et qui regroupe aujourd'hui sur Paris, bon, il vous le dira tout à l'heure parce que le chiffre change tout le temps, et qui a aussi une antenne à Los Angeles, enfin dans la Silicon Valley, une autre en Allemagne. Voilà, donc ça se développe bien. Alors, je vais bien tout d'abord passer la parole à Yann Barbeau pour qu'il nous explique un peu déjà pour Airbus, c'est quoi l'innovation par rapport à la R&D. Le budget R&D, je crois, c'est 4 milliards d'euros pour le groupe. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Comment vous êtes organisé et comment vous travaillez avec des startups? Donc l'innovation, enfin ce qui est nouveau depuis 3-4 ans, c'est de dire l'innovation, ce n'est pas que l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation dans les façons de travailler et c'est surtout une orientation très forte sur le business et sur nos clients, c'est-à-dire d'être très focalisé sur les besoins de nos clients. Donc depuis 3 ans, on a mis en place un certain nombre d'initiatives avec un objectif qui est d'amener plus rapidement sur le marché des choses, des solutions technologiques qui apportent de la valeur à nos clients et qui apportent de la valeur à l'entreprise. Et évidemment, on n'est pas complètement mécène. Et parmi ces choses, bon, il y a un certain nombre d'initiatives. Je vais simplement citer la première qui correspond à cette volonté de toucher l'ensemble des métiers de l'entreprise, qui est la création d'un réseau. Un réseau avec au plus haut niveau des gens qui sont des direct reports, des membres du comité exécutif, et derrière 170 catalystes qui sont répartis sur les différents sites et dans les différentes fonctions. Et vous êtes rattaché à Fabrice Bréchier, directement au comité exécutif. Oui. Donc la R&D reste une source importante d'innovation, mais c'est pas la seule. Donc dans les objectifs qui sont recherchés, il y a faire travailler les différentes fonctions ensemble, les motiver sur des façons de travailler différentes pour être moins bureaucratiques, pour être plus rapide dans les prises de décision et dans les implémentations. Mais il y avait un objectif important qui était de s'ouvrir davantage sur l'extérieur. On a des capacités de R&D qui sont assez grandes. On a une tradition de collaboration avec les académiques et avec nos fournisseurs dans des programmes comme les programmes européens ou en France le CORAC. On a voulu s'ouvrir davantage sur des partenaires non conventionnels et en particulier les startups et les petites entreprises qui, dans des domaines de technologie nouveaux comme tout ce qui concerne le digital, puisqu'en parallèle à l'innovation, on poursuit aussi une transformation digitale de l'entreprise. Donc dans ces domaines-là, les petites structures sont beaucoup plus agiles que ne peuvent l'être les grands groupes. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils pour être capable de sourcer des idées venant de start-up, mais également pour accompagner, il ne s'agit pas simplement d'identifier des idées et de les prendre à bord. La relation entre une petite structure et un grand groupe est quelque chose qui est compliqué en termes de culture. Oui, on en parlera. Donc il fallait mettre en place une initiative qui permette de suivre et d'accompagner un partenariat très déséquilibré en termes de taille et en termes de culture, depuis l'identification de l'idée jusqu'à
l'implémentation avec donc la volonté à la fois évidemment de capter la technologie pour Airbus, mais de protéger la croissance de la start-up dans son développement. Et ce réseau inclut bien les BizLab que vous avez créés depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui, l'official opening, enfin l'ouverture officielle du premier à Toulouse était en mars 2015. Oui. On avait fait ce qu'on appelle un soft opening, c'est-à-dire on avait commencé quand même à essuyer les plâtres quelques mois avant. Donc les BizLab, c'est un réseau d'accélérateurs qui accueille à la fois des projets internes à Airbus qu'on veut développer comme des startups. Donc il y a ce changement de culture, retrouver un esprit d'entrepreneur, de pionnier qu'on avait il y a bien longtemps quand j'ai commencé à travailler, et même avant. On accueille également des startups qui sont dans ce qu'on appelle early stage, donc qui ont besoin d'un accompagnement dans leur incubation. Beaucoup des startups qu'on a accueillies, en fait, n'étaient même pas constituées en tant que société au départ. Donc on les aide à se structurer et on leur offre un programme d'accélération de 6 mois. Donc ça, c'est une première Avec initiative. Une aide financière ou c'est seulement une aide matérielle? C'est une aide matérielle, c'est-à-dire on les héberge, on leur offre pas le couvert, mais le gîte. Ouais. Et on leur offre du coaching, c'est-à-dire une personne de nos équipes qui les coach, qui les aide dans leur programme de développement, et un mentor qui est souvent un entrepreneur de l'extérieur qui vient aussi leur donner des conseils pour le développement de leur entreprise. Donc on a un programme d'accélération qui dure 6 mois, et on a maintenant, après une première saison, on a vu la nécessité d'avoir une deuxième phase de post-acceleration de 6 mois pour continuer à les accompagner. Donc ça, c'est vraiment pour la phase d'incubation des startups qu'on héberge. Et puis on a en parallèle un programme qu'on appelle Startup to Partner qui vise à mettre en place des partenariats pérennes avec ces startups. Encore une fois, et c'est pas du mécénat, c'est vraiment pour si on passe du temps et de l'énergie à détecter des pépites, il faut assurer l'histoire jusqu'au bout. Et donc l'idée, c'est d'aider ces petites entreprises à développer leur technologie, à développer leur marché et à devenir des fournisseurs crédibles d'Airbus. Combien de startups vous avez à ce jour accompagnées? Alors aujourd'hui, je vais donner 2 chiffres. Donc au niveau des BizLab, 15 pendant la première saison. Et donc là, on a lancé la deuxième saison. C'est à peu près 5 startups par BizLab et on en a 3 pour l'instant. Et puis au niveau donc du partenariat, on a étudié 600 dossiers sur les 2 dernières années. Et on a aujourd'hui une quinzaine de partenariats en cours. 2 se sont déjà traduits par des commandes passées. C'est-à-dire les startups sont devenus des fournisseurs d'Airbus. Sont les mêmes, les 15 et les 15? Non, c'est 2. Encore une fois, c'est des natures d'entreprises différentes. Pour les BizLab, c'est vraiment des startups early stage, donc dans leur phase d'incubation. Pour Startup to Partner, ce sont des startups qui ont déjà une certaine maturité, qui ont déjà une équipe de direction en place, qui ont un produit. Et donc là, on peut envisager d'utiliser leur technologie à un horizon de temps de 2-3 ans. Ok, très bien, merci. François Chopard, c'est à vous de prendre la parole. Donc, comment vous est venue l'idée de créer Starburst Accelerator et quel regard vous portez sur la façon dont la filière aéronautique aujourd'hui traite les startups? Donc l'idée est venue il y a jour pour jour 4 ans. Il y a 4 ans. Et à l'époque, on parlait quasiment pas de start-up. Ce qu'on voyait à l'époque, et donc moi j'ai passé 20 ans à travailler dans le secteur aéronautique, démarré ma carrière chez Airbus, quasiment au même endroit qu'Yann, à Suresnes. Et il y a 4-5 ans, c'était tout juste l'émergence de SpaceX. SpaceX avait déjà annoncé qu'ils allaient lancer des fusées, ils étaient quasiment prêts, mais on n'en parlait pas autant que maintenant. Elon Musk, en tout cas en Europe, était moins connu. Néanmoins, on voyait les grands groupes aéronautiques s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur et démarrer des programmes d'open innovation. Et donc il y avait à la fois un besoin de ces grands groupes d'aller chercher de l'innovation à l'extérieur et à la fois quelques startups qui émergeaient. Il y a 4 ans, on commençait à parler d'une startup en France qui s'appelait Explicit, qui développait des sièges ultra légers et qui continue d'exister.
Et donc c'est sur la base de ces prémices que je me suis dit qu'il y avait potentiellement un besoin à la fois du côté des grands groupes et à la fois du côté des startups. Hein, donc on a démarré à Paris il y a 4 ans. Il y a 3 ans, on a organisé nos premiers comités de sélection où on commençait à faire pitcher des startups, une dizaine de startups à chaque fois, devant une quinzaine d'industriels à Paris. Combien vous êtes maintenant dans le réseau, je dirais Alors aujourd'hui, l'équipe Starburst, c'est une vingtaine de collaborateurs sur 4 bureaux différents. Paris, bien sûr, Los Angeles, qu'on a ouvert l'année dernière, Munich en début d'année, et puis maintenant Singapour. Et donc cette force, en fait, nous donne la possibilité à la fois de détecter les meilleures startups à travers le monde. Et par startup, on y reviendra, hein, mais on intervient dans le domaine de l'aéronautique, mais aussi du spatial, un peu des drones, du trafic aérien. Et donc on a défini un certain nombre de domaines qui créent de la valeur pour le secteur aéronautique au sens large. Oui. Et je sais plus. Non, en fait, donc le secteur, les secteurs d'intervention que vous avez ciblés sont essentiellement l'aérospace défense, quoi. Oui, c'est l'aéronautique au sens large. Oui, hein, au sens large. Effectivement. Et au total, combien de startups donc font partie de ce réseau? Alors, on a dans notre écosystème, on a screené un peu plus de 300 startups, à peu près moitié en Europe, moitié aux US. En Asie, il y en a quand même beaucoup moins. Sur ces 300, 150 sont venus pitcher, donc sont venus présenter leur innovation à un de nos comités de sélection depuis 3 ans, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et sur ces 150, on en a entre 70 et 80 avec lesquels on a un contrat et qu'on accompagne au quotidien, principalement pour les aider à développer leur business. Et le contrat, il est de quel ordre? Quelle est la teneur de ce contrat? Donc déjà, c'est un accompagnement qui dure longtemps, qui dure entre 18 et 24 mois, parce que, à la différence d'accélérateurs, notamment aux États-Unis, dans des domaines plus orientés B2C, on a des programmes beaucoup plus courts. Là, dans l'aéronautique, il faut les accompagner sur la durée parce que les processus de décision sont longs, les processus d'acceptation des technologies par les grands groupes, parce que c'est des startups qui vendent principalement à des grands groupes, sont longs. Et donc on est parti sur 18 à 24 mois. Et pendant ce programme-là, notre principal objectif, encore une fois, c'est de les présenter et de les faire pitcher à des grands groupes aéronautiques partenaires, une quinzaine en Europe et une quinzaine aux États-Unis, pour les aider à vendre, pour les aider à ouvrir les portes de ces grands groupes et à vendre plus rapidement, plus facilement leur technologie sur des phases d'expérimentation, sur des phases de prototype, pour arriver à la fois convaincre le grand groupe que leur technologie crée de la valeur, mais dans un deuxième temps, convaincre des investisseurs, des venture capitalistes, que leur business model est le bon. Et donc que leur business model est le bon, et donc ils créeront de la valeur à terme. Et donc ces mêmes investisseurs peuvent investir avec relativement de confiance 2, 3, 4 millions d'euros dans ces startups-là pour les aider à se développer plus loin. Très bien. Patrick Fardot, donc vous êtes dans une position un petit peu intermédiaire par rapport à... Vous vous définissez comme un enabler de technologie et donc de start-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quel est votre rôle par rapport à ce monde des startups? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir rappelé que quelque part, on est une semi-vieille start-up, puisqu'effectivement, Dassault Systèmes a été créé en 81, ce qu'on appellerait aujourd'hui une spin-off en fait de Dassault Aviation. Et très tôt, en fait, l'entreprise est partie sur une idée que le monde devait devenir digital, que le monde allait être digital, que la communication se ferait avec des moyens électroniques. Et cette idée nous a jamais quittés. Et je crois que ce qui a énormément changé aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on voit toute cette effervescence au niveau des startups, c'est que fondamentalement, le digital, c'est le moteur de startup. Il suffit de se convaincre en regardant dans le village où j'ai fait un petit tour ce matin. Je pense qu'il y a plus de 50% des entreprises qui sont sur des sujets de nature digitale, qui sont sur des sujets de nature 3D printing, et ce sont nos sujets. Donc ce qu'on a fait comme constat en fait, c'est que le monde de l'aéronautique, traditionnellement, il y a quelques dizaines d'années, on disait c'est impossible d'y rentrer parce que les barrières à l'entrée, les barrières technologiques, la nécessité en capital est énorme. Et aujourd'hui, justement, ces moyens digitaux font sauter ces barrières. Ils font sauter ces barrières parce que à travers des moyens électroniques, on peut mettre à disposition des entreprises, de petites entreprises, les mêmes moyens que dans des grandes entreprises.
leur offrir à travers ça tout un écosystème en fait de partenaires avec qui ils vont pouvoir collaborer pour simuler, pour fabriquer, pour imaginer, pour faire des analyses compétitives, et évidemment avec l'avènement de la technologie 3D printing pour fabriquer plus vite, prototyper, et donc être aussi compétitive sur un certain nombre de sujets que des grands groupes. Et donc, c'est à travers ça que Dassault Systèmes a développé un certain nombre d'offres pour aider effectivement les startups. Alors, évidemment, nous-mêmes, fort modestement, mais un petit peu comme Airbus, on est aussi incubateur de startups, plus spécifiquement sur nos métiers. Donc, nos métiers, effectivement, autour de la digitalisation du produit, autour de la simulation, autour de tout ce qui touche à ce qu'on appelle la plateforme d'expérience client. Mais également, on a mis sur le marché des solutions simples, packagées, disponibles sur le cloud, pour qu'effectivement, des petites entreprises puissent accéder à ces moyens au même titre que des très très grandes. Merci. Alors, il y a une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui les grands groupes savent parler aux startups ? Est-ce que je poserais peut-être la question d'abord à François Chopard. Très franchement, est-ce que les grands groupes ont les moyens aujourd'hui de comprendre vos besoins ? Et puis après, on entendra... Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution de la maturité de ces grands groupes-là. Et donc aujourd'hui, est-ce que les grands groupes comprennent les startups ? La réponse est oui. La preuve, ce qu'a mis en place Airbus Aviation Commerciale, ce que met en place Air France Industrie, ce que met en place... Thales, Safran Venture, et puis la même chose aux États-Unis. On voit chaque année une évolution des maturités de ces grands groupes-là, et chaque année, il y a une couche d'organisation qui se met en place, des budgets qui augmentent, des personnes qui arrivent et qui s'occupent de plus en plus de ce sujet. Après, est-ce que cette maturité est suffisante ? Forcément pas encore, et on voit malgré tout beaucoup de disparités entre les grands groupes. Est-ce que ça permet... Que je ne veux pas être polémique, mais déjà certains grands groupes ont du mal à travailler avec certaines sous-traitants, des PME sous-traitantes. Alors on peut imaginer qu'avec des toutes petites micro-sociétés, c'est encore plus difficile ou pas Alors pour moi, honnêtement, honnêtement, c'est pas plus difficile. Parce que les organisations en place, parce que obtenir une commande, on voit les organisations achats de ces grands groupes évoluer aussi. Et quelque part, Starburst est l'un de leurs premiers partenaires. Et donc, la relation qu'on a avec ces grands groupes, en gros, est un bon exemple de ce qui va se passer ensuite pour les startups. Donc, on est un bon thermomètre quelque part. On voit que ça évolue. Néanmoins, un contrat avec un grand groupe, ça prend au minimum 6 mois. Donc, il faut s'y préparer. Pour être payé, c'est long. Et ça n'empêche que le processus de décision et de conviction du grand groupe, après la phase pilote, reste quelque chose de long. Donc même si les grands groupes se préparent, sont prêts, communiquent et mettent en place un certain nombre de partenaires, ce sont des processus qui sont longs. Ce qu'on constate, nous, avec nos startups, c'est qu'un premier contrat, avec la phase de retour d'expérience, ça prend un mois. Ce serait bien. Non, ça prend 12 mois. Ouais. Et donc les 12 premiers mois, on se concentre avec chacune de nos startups pour les aider à gagner ce premier contrat et pour que la deuxième année, on puisse espérer à la fois pénétrer mieux ce grand groupe-là et puis les aider à signer d'autres contrats avec d'autres grands groupes. D'accord. Yann Barbeau, peut-être ça nécessite en tout cas une organisation dédiée et une implication forte des services achats. Parce qu'effectivement... C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui sont un peu spécialisés. Il y a des gens dans les services achats, dans nos services achats, qui sont spécifiquement dédiés, qui ont été bien informés des spécificités de la relation avec une start-up. Après, tous les sujets ne sont pas appropriés pour... il ne faut pas envoyer une start-up. Quand on commence à travailler avec une start-up, il ne faut pas l'envoyer dans le mur. Avec l'augmentation des cadences de production industrielle, mettre aujourd'hui une start-up sur quelque chose qui irait en production sur la 320 dans 2 ans, ça serait de la folie de notre côté, ça serait de la folie pour la start-up. Donc notre rôle est également d'identifier les sujets qui se prêtent davantage à des collaborations avec des start-up. Maintenant, il y a ce besoin. On recherche en fait deux choses à travers les collaborations. D'abord, c'est l'accès à des idées nouvelles, l'accès à des technologies nouvelles. Et là,
Évidemment, on est sérieux et on veut que ça débouche et que ça se traduise à un moment donné par une acquisition de la technologie auprès de la start-up. Et puis, ça fait partie d'un ensemble de mesures qui sont faites pour changer l'état d'esprit à l'intérieur de grands groupes. On n'a pas d'obligation à être lourd, lent, bureaucratique. Donc, il y a aussi, à côté de ce qu'on fait spécifiquement avec les startups, un travail de fond qui est fait pour réduire notre bureaucratie, réduire nos cycles, avoir une approche beaucoup plus agile dans la façon dont on prend les décisions et on développe les produits. On s'appuie beaucoup sur le design thinking, qui est une méthodologie justement qui permet de prendre en compte non seulement les aspects technologiques, mais aussi l'attrait pour le marché et puis les aspects industriels. Donc ça fait partie d'un ensemble. Spécifiquement pour vis-à-vis des startups, c'est aussi quelque chose qu'on regarde parce que ça nous permet de nous questionner sur nos produits. François parlait de SpaceX, c'est quand même quelque chose effectivement qui nous impacte. En bas, j'ai vu qu'il y avait Local Motors, on a un accord avec Local Motors qui peut être, alors immédiatement peut-être pas quelque chose qu'on saurait intégrer directement, mais c'est quoi Local Motors ? Local Motors, c'est donc leur principe de business, c'est ouvrir la conception à une communauté de développeurs. Donc c'est de l'open source de design, et puis derrière la notion de microfactories en utilisant l'impression 3D, donc pour être capable de faire très très rapidement en utilisant une communauté qui n'est pas l'entreprise mais une communauté ouverte de développeurs, développer rapidement un produit et être capable de le fabriquer également de façon distribuée. Ce genre de choses, alors c'est très, très early stage encore, on n'imagine pas de faire demain un avion en utilisant ça, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé peut-être dans des phases de prototypage, en tout cas sur des produits petits, des sous-systèmes. Un exemple concret dans lequel ça pourrait être utilisé ? Un drone, c'est un bel exemple. C'est un objet qui est relativement petit, qui n'est pas forcément d'une grande complexité, où il y a déjà beaucoup de gens qui sont impliqués dans les développements. Donc on peut imaginer de développer, grâce à cette approche-là, un drone pour des missions spécifiques. Donc c'est simplement pour dire que l'apport est direct, c'est-à-dire en termes de technologie qu'on va intégrer à un moment donné. Et il y a plusieurs exemples en bas, d'ailleurs, dans le village de startups avec lesquels on travaille, avec cet objectif d'intégrer ce qu'ils font dans nos processus ou sur nos produits. Il y a aussi s'ouvrir sur des modèles de business qui seraient différents et qui pourraient nous impacter demain. Très bien. Patrick Fardot, toujours pour répondre à cette question, est-ce que vous, grand groupe, parce que vous êtes quand même maintenant une entreprise importante, est-ce que vous répondez bien aux besoins des startups aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs volets derrière votre question. Je voudrais déjà revenir sur un point qui est tout simple. Je pense que la grosse problématique du start-up, c'est le carburant, c'est-à-dire c'est le cash. Et je crois que en tant que grand groupe, la première obligation que l'on a, c'est d'avoir un respect absolument scrupuleux de tout ce qui va être délai de paiement. On ne peut absolument pas traiter une start-up même comme une PME. Elle n'a pas des flux suffisants aujourd'hui pour encaisser des à-coups de paiement. Donc ça, c'est la première exigence qu'on se doit. Et comme le disait Yann, effectivement, lorsque nous travaillons avec des start-up, on est très vigilant au niveau de nos services achats pour nous assurer que si on a apprécié une technologie, eh bien, on se doit, par respect pour la techno qu'on a appréciée, de la payer, j'allais dire, presque plus vite que les autres. Ça, c'est vraiment une première obligation. Donc ça, c'est dans la relation, je dirais, client-fournisseur. Le deuxième volet, les startups, c'est à travers finalement ce qu'on appelle ces incubateurs qui passent par moments par des prises de participation. Et là, on a, nous, en tant que grand groupe, une autre obligation. On est tous cotés, donc on a des obligations de compliance, de gestion de risque. Et il faut être très vigilant à ne pas immédiatement imposer à ces petites entreprises toutes ces exigences. Donc il faut trouver le bon équilibre entre se protéger en tant que grand groupe parce qu'on a des exigences de transparence, de visibilité, et en même temps laisser à la start-up toute la flexibilité qu'elle se doit d'avoir pour ne pas, j'allais dire, noyer l'innovation, j'allais dire presque sous de l'administratif. Le troisième volet, qui est dans la relation plus commerciale qu'on peut avoir effectivement avec ces start-up, on a, pour les aider, packagé en fait nos solutions à la fois sous un angle de prix et sous un angle de composition de la solution, de manière à offrir une solution complète qui couvre l'ensemble du cycle, de la gestion de la proposition commerciale, de la réponse à un appel d'offres, à la définition, à la simulation, au développement et au manufacturing. Donc on a fait un énorme effort de packaging pour que ce soit simple et que ce soit accessible, comme je le disais, sur le cloud.
On a des exemples de petites entreprises, j'en citerai une parce qu'on l'aime bien, c'est Elixir, c'est 4 personnes qui sont en train de préparer un petit avion léger. Ils sont nés il y a un petit peu plus d'1 an. Il n'y a pas de service informatique. Ils n'ont pas les moyens de se payer un service informatique. Donc en fait, ils ont quelque part à outsourcer à travers nos moyens leur informatique et ils se concentrent sur leur business uniquement. Donc voilà les trois volets que je voulais aborder sur ce point. Vous allez les accompagner jusqu'au bout, Elixir? Alors, j'espère bien même voler dans le premier avion. Ouais. D'accord. Juste sur ce problème effectivement du cash, qu'est-ce que vous en pensez de ce que disait Patrick Fardot sur la nécessité effectivement de réduire les délais de paiement? C'est effectivement... Il y a des gens dans la salle que ça peut faire sourire. C'est effectivement quelque chose qui est clé. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé en fait... J'aime pas beaucoup employer le mot de process, mais on a mis en place un process spécifique pour tout ce qui est relation avec les startups et on l'a bâti avec les gens côté direction juridique et côté direction des achats pour avoir effectivement quelque chose qui prenne en compte ce que Patrick a dit, c'est-à-dire quelque chose qui sécurise la relation mais qui ne soit pas trop lourd et en même temps donc sur les délais de paiement quelque chose qui soit mieux que ce qu'on fait même avec les PME. On a normalement des engagements de paiement à 30 jours. Donc, parce qu'on sait que le besoin en cash est quelque chose qui est primordial, en particulier dans les premiers jours des startups. Bon, après, on a également mis en place un fonds d'investissement, Airbus Ventures, qui est en Silicon Valley, qui permet aussi d'entrer au capital avec une participation minoritaire quand le besoin s'en fait sentir. On espère que dans la plupart des cas, et en fait c'est ce que cherche la start-up, elle ne cherche pas forcément quelqu'un qui vienne mettre de l'equity, mais quelqu'un qui vient nous voir pour le marché que représente Airbus. Donc ce qui les intéresse, c'est qu'à un moment donné, Airbus devienne un marché pour ces start-up, mais néanmoins on a cette possibilité également de soutenir à travers une participation au capital. D'accord. François Chopard, oui, justement, peut-être... Non, mais moi, je voulais revenir effectivement sur cet aspect financier. Et puis peut-être faire une comparaison, comme on est à la fois en Europe et aux États-Unis, comparer un peu... Il y a une véritable différence d'approche au niveau des grands groupes face aux startups, et on voit des comportements assez différents. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est un pragmatisme beaucoup plus fort, en fait. C'est-à-dire que quand on organise des pistes de start-up à Los Angeles, que ce soit chez Boeing notre premier, l'année dernière, ou chez Raytheon, Northrop Grumman, et puis demain à la NASA, on s'aperçoit que dès qu'il y a une start-up qui leur plaît, ils vont quasiment leur sauter dessus, non pas pour les racheter, mais au moins pour tester les produits. Et ce qu'on retrouve en Europe, c'est des phases de réflexion beaucoup plus longues. En Europe, on a besoin de s'assurer que la technologie de la start-up, c'est vraiment la meilleure, qu'il n'y en a pas d'autre au monde, que vraiment on a pris la bonne décision. Et ça va prendre du temps. Aux États-Unis, il y a un truc qui leur plaît, une techno, une antenne, un système hyperfréquence, un système de manufacturing 3D. Ils vont, dans la semaine qui suit, passer un petit contrat et tester le produit pour voir et pour se faire une opinion au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ils auront testé, ils savent directement si ça leur plaît ou pas. Et on a vu des exemples comme ça avec SpaceX, par exemple, ou avec Boeing, ou avec d'autres. Et cette approche pragmatique est hyper bénéfique pour les startups. Et j'aimerais qu'en Europe, on puisse, alors au-delà des processus administratifs, mais c'est encore autre chose, prendre plus de risques dans l'essai, le test de start-up, même si au final c'est pas la bonne, c'est pas grave. Il y a une vraie vertu à aller plus vite dans le test, et pour la start-up parce qu'au moins elle est fixée assez rapidement, et puis même pour vous, parce que ça prend pas énormément de temps, c'est des ressources limitées et au moins on sait. À quoi attribuez-vous cette prudence plus grande en Europe? En Europe, on a encore ce modèle très ingénieur, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre la meilleure décision et de s'assurer que la technologie, et de limiter nos risques pour que si jamais ça se passe pas bien vis-à-vis de nos chefs, on puisse l'expliquer et on soit sûr de quelque part de ne pas se faire engueuler. Et donc on a besoin pour une technologie particulière, s'assurer qu'on a bien fait l'écrémage des 5 ou 10 startups et technologies
de pouvoir les comparer, de pouvoir commencer par les évaluer avant de faire ce genre de décision. Aux États-Unis, ils ont pas du tout cette approche-là. Vous êtes d'accord ? Je suis complètement d'accord avec ce que dit François et je vais faire un constat. Autant dans le domaine du logiciel, autant dans le domaine de l'aviation, je pense qu'en France, on n'a pas du tout à rougir de ce qui se passe aux États-Unis en termes de techno et d'invention. On a un niveau d'inventivité qui est exceptionnel. Par contre, si on regarde un domaine qui est très risque-adverse, qui est le spatial, mon observation, c'est qu'il y a très très peu de start-up dans ce domaine, en France, voire même en Europe. Là où, effectivement, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ça se développe à grande vitesse. Alors, évidemment, tout le monde parle de SpaceX. Je ne sais pas si on peut encore mettre SpaceX dans la catégorie start-up, hein, mais moi j'observe d'autres start-up, que ce soit à Austin, que ce soit en Nouvelle-Zélande, qui sont en train de créer des lanceurs pour des gammes de satellites entre 150 et 400 kilos, qui sont les futurs concurrents de SpaceX demain et nos futurs concurrents. J'observe également un florissement de sociétés qui créent des... Alors maintenant, on parle même plus de microsatellites, on parle de nanosatellites, de picosatellites. On a la chance en France d'avoir 2 des 3 premiers grands acteurs mondiaux dans le monde du satellite et qui ont de fantastiques succès. Donc qui ont certainement généré des talents, des knowledge, des pépinières de talents autour. Et malheureusement, parce que ce domaine, je rejoins François, est un domaine où on est très risque-adverse, on a très très peu de petites entreprises en France, voire même en Europe. Elles sont rares, j'en ai 2 en tête, dont une d'ailleurs qui a été rachetée par le groupe Airbus il y a longtemps, qui ont réussi à percer dans ce domaine. Et je pense que c'est dommage, parce que on va se réveiller dans quelques années, on dira tiens, c'est marrant, on a encore raté un truc comme SpaceX. Alors, je partage pas complètement le constat dans la mesure où ce qu'on met en place justement, c'est pour éviter ça. Donc, on a une capacité aujourd'hui de financer ce qu'on appelle les proof of concept, des preuves de concept, très rapidement avec un système de décision très rapide, puisqu'il est au niveau de l'équipe et il m'appartient de dire oui ou non. Et au niveau des BizLab, à travers une compétition, on est sur le même schéma et on donne la possibilité aux startups qu'on héberge au BizLab d'être en contact avec l'ensemble de l'écosystème Airbus et donc d'avoir la possibilité aussi de proposer leurs solutions en interne. Et puis, comme François faisait la comparaison avec les États-Unis, on est également présent aux États-Unis. On a également, à travers ce qu'on a mis en place en Silicon Valley, en particulier Cube, dont le patron devient maintenant notre nouveau CTO, cette capacité d'être très rapide dans l'étape préliminaire qui est de tester les idées. Donc ça, je pense qu'on s'est doté des outils pour être capable de le faire. Après, il y a effectivement un problème de culture. On est dans une industrie, et je pense que c'est pareil aux États-Unis qu'en Europe de ce point de vue-là. L'industrie aéronautique, spatiale et de défense est une industrie qui n'aime pas le risque. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le développement, quand on dit on n'aime pas le risque, c'est évidemment d'abord vis-à-vis de la sécurité des appareils, mais c'est aussi le risque industriel. C'est-à-dire on se doit de livrer les produits qu'on a vendus à nos clients, et il y a des clients dans la salle d'ailleurs, et je pense qu'ils ne comprendraient pas qu'on s'amuse trop non plus avec les technologies qu'on mettrait, et qui risqueraient d'avoir un impact négatif là-dessus. Ouais. Donc on est dans une industrie qui n'aime pas le risque, par contre on a mis en place des outils qui permettent quand même de tester les idées. Je pense que l'exemple que donnait François, qui est explicite, qui était effectivement un sujet chaud quand je suis arrivé chez Airbus il y a 3 ans. Aujourd'hui, on serait capable de le traiter beaucoup mieux qu'on ne l'a traité à l'époque. Mais il fallait mettre en place une organisation spécifiquement dédiée à ça. Oui. Justement, vous parliez de la salle, comme on voudrait que ça soit un peu interactif. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas maintenant. Il nous reste 5-6 minutes. Par contre, je vous demande juste de vous nommer et voilà. Il y a un micro qui arrive. Bonjour, Émile Derec de Swiss212. Donc, nous sommes une start-up qui interagit avec des grands groupes comme les vôtres, par exemple. Une question que j'ai, c'est au-delà d'un BizLab, par exemple, qui va financer des preuves de concept ou le premier travail d'une start-up avec un grand groupe. Est-ce que vous avez des programmes pour accompagner
les nouvelles technologies d'une start-up à travers un programme de qualification adapté à leurs produits? Alors justement, enfin, il y a deux initiatives côté Airbus. Une qui est le BizLab, et encore une fois, là, il s'agit de mettre le pied à l'étrier à des startups qui sont en early stage, en incubation, et on les met en contact avec les bonnes personnes à l'intérieur d'Airbus pour que les startups comprennent bien les besoins et déjà une possibilité de faire un premier marketing, je dirais. Et puis donc l'autre initiative s'appelle Startup to Partner. Elle est spécifiquement dédiée à accompagner le partenariat, donc prendre en charge tout ce qui concerne la qualification de la technologie, etc. Donc ça se fait en deux phases. En général, on commence par une phase rapide, preuve de concept, pour vérifier qu'effectivement la technologie présente bien un intérêt. Dans cette première phase, on met déjà dans la boucle à la fois le client interne, donc la fonction qui intégrera la technologie à terme, et la partie des services achats qui concerne cette commodité, enfin, et ce qui permet ensuite de se préparer et d'accélérer les phases de qualification et d'introduction sur le marché. Donc on a un ensemble cohérent. Il me faudrait beaucoup plus de temps là pour décrire l'ensemble des initiatives qu'on a, mais il y a un ensemble cohérent d'initiatives pour accompagner l'introduction de la technologie, y compris la qualification. Une question. Ah oui. Bonjour, je travaille pour Starburst, mais du coup j'ai une question pour Yann Barbou justement. Je voulais vous demander, avec justement, vous avez monté un incubateur interne dans Airbus, est-ce qu'il y a un risque, puisqu'on en parlait en ouverture du forum ce matin, de prédation du fait que la start-up soit hébergée par Airbus et dans le domaine d'Airbus? Non, on n'a pas de... Donc, vis-à-vis des startups, on est comme n'importe quel accélérateur, on n'a pas de droit sur la startup. Donc, la startup est hébergée, c'est du mécénat d'une certaine manière, on leur offre... Alors, ça se fait par concours. On leur donne accès à des connaissances qui leur permettent de se développer. Et évidemment, comme elles sont dans nos locaux, ça nous permet d'être... plus réactifs si ce qu'elles font nous intéresse. Et en général, les startups viennent, concourent pour faire partie du BizLab parce qu'elles veulent avoir Airbus comme client, mais il n'y a pas du tout elles ne sont pas tenues avec nous. Elles sont complètement libres. Et les BizLab, donc encore une fois, hébergent à la fois des projets internes et des projets externes, et ça contribue à la fois au sourcing d'idées nouvelles venant de l'extérieur, et au changement de culture interne. C'est-à-dire que les gens d'Airbus, c'est un open space complet. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait nouveau. On a à Toulouse une start-up de Hong Kong qui échange librement avec des ingénieurs d'Airbus sur le même plateau. Donc c'est vraiment la notion d'espace ouvert. Pas d'engagement. Et par contre, effectivement, comme on les voit, on a la possibilité de réagir rapidement. Mais notre activité ne se limite pas au BizLab. C'est-à-dire que les BizLab, on a constitué un réseau, on fait partie d'un réseau d'accélérateurs, on est labellisé French Tech en France, mais on a des accords avec un certain nombre d'accélérateurs de par le monde, et on est intéressé par les startups du domaine aéronautique, mais pas uniquement. Et même, je dirais qu'on est très intéressé par les startups dans d'autres domaines, parce qu'on risque d'être davantage surpris par des startups qui se développeront complètement dans les technologies nouvelles, dans l'automobile, etc. Une autre question? Oui, bonjour, Émeric Lazare. Je voudrais savoir si ces startups sont des startups hardware ou software dans la plupart des cas. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus et qu'est-ce que vous favorisez? Je vais commencer. Le fait est qu'on en trouve beaucoup plus dans le domaine du logiciel que dans le domaine du hardware, mais on a identifié un certain nombre de ce qu'on appelle des search fields, donc des domaines dans lesquels on est en recherche d'idées nouvelles venant de l'extérieur. Il est clair que tout ce qui touche la structure d'un avion, c'est pas vraiment le métier d'une start-up, à part l'impression 3D, qui peut être mais bon, compte tenu des tailles de pièces, c'est plutôt sur les équipements que directement sur la structure des avions. Mais donc il se trouve que c'est essentiellement dans le domaine du logiciel et dans le domaine de l'énergie également. Il y a beaucoup de start-up qui se développent dans le domaine de l'énergie et qui nous intéressent beaucoup. L'énergie électrique, les biocarburants en particulier.
Et juste pour Starburst, et Starburst fait la synthèse du besoin de l'ensemble de ses partenaires. Nous, on est très intéressés par tout ce qui est hardware. Et effectivement, il y a beaucoup de startups logicielles, mais plus c'est hardware et plus ça nous intéresse. Donc que ce soit dans le domaine d'électronique, dans le domaine des communications, des satellites, des capteurs, des nouveaux matériaux, que ce soit du composite ou des nouveaux alliages. Les deux sont vraiment intéressants. Merci. Une autre question, peut-être Patrick Fardot, vous pouvez dire un mot là-dessus sur le genre de hardware, software. Vous êtes beaucoup plus software, j'imagine, mais... Il y a deux volets encore pour répondre à votre question, Guillaume. En interne, effectivement, lorsque l'on incube des startups, elles sont plus software. Ça, c'est très clair puisque c'est notre métier. Donc, à ce titre, on recherche des entreprises qui vont nous étonner. J'ai bien aimé l'expression de Yann. On cherche effectivement des gens qui viennent nous surprendre avec des petites technologies qui sont disruptives. Je veux dire juste un petit mot. On nous voit souvent, évidemment, à travers une société qui fournit des logiciels pour concevoir des voitures, des bateaux, des avions. Mais notre plus gros rachat récemment, c'est sur la modélisation du corps humain. Donc, on recherche des startups de toute nature qui ont effectivement des pépites logicielles qui peuvent nous intéresser dans des domaines qui sont nos domaines de développement et nos domaines de croissance. Le deuxième point sur l'aspect hardware, lui, est plus dans un volet effectivement d'accompagnement. C'est vrai que traditionnellement, nos solutions aujourd'hui sont plus liées du développement de structures, du développement électrique, du développement de composants, du développement d'équipements. Donc c'est là où effectivement on met nos efforts pour apporter, comme je le disais tout à l'heure, les solutions les plus packagées pour faciliter la vie de ces créateurs. Et je peux pas résister évidemment à faire un petit couplet sur l'additive manufacturing. Je crois que c'est aujourd'hui pour les startups une chance phénoménale. Les grands groupes, ils voient d'abord et avant tout une réduction de coûts, une accélération du cycle de production. Mais en fait, mon observation, c'est que le plus gros avantage de l'additive manufacturing pour des nouveaux entrants, c'est qu'elle permet de faire des systèmes intégrés. C'est-à-dire on va plus concevoir simplement une pièce plus légère, plus rapide, moins chère, mais on va faire un ensemble intégré qui va répondre à une fonction, un ensemble de pièces. Ce qui veut dire que pour une petite entreprise, on se positionne pas simplement comme, j'allais dire, un offreur d'une pièce meilleur marché, plus légère, mais vraiment comme un nouvel offreur d'un nouveau système intégré dans une nouvelle logique, dans une nouvelle idée créatrice et innovatrice. Et donc là, c'est vraiment un élément entièrement disruptif. Je pense qu'on est très très loin d'avoir encore inventé tout ce qui est inventé derrière l'additive manufacturing. Il y a des applications aussi dans tout ce qui va toucher la maintenance, la réparation de pièces. Je pense qu'on en est encore qu'au début. On va certainement voir foisonner beaucoup d'entreprises et c'est un sujet, nous, qui nous motive énormément. Vaste sujet, effectivement. S'il n'y a plus de questions, de toute façon, on arrive là au bout de notre conférence, à moins qu'il y ait une dernière petite question qu'on peut prendre vite, rapidement. Non. Et peut-être juste, moi je voulais interpeller la salle sur le besoin de financement en fait, des startups. On se rend compte qu'en Europe, on l'a évoqué rapidement, hein, on a des technologies incroyables qui sortent des meilleurs labos, que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre, pour citer les trois gros pays aéronautiques. Nos grands groupes partenaires sont de plus en plus à l'écoute et mettent en place de plus en plus de tests. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'étape d'après, qui est le premier vrai tour de financement, les 3-4 premiers millions d'euros qui vont permettre vraiment à la start-up de se lancer, de partir à l'international, d'industrialiser leurs produits, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai creux et un vrai manque de financement. On n'a pas les VC, encore moins en France. Ça commence à évoluer en Angleterre et en Allemagne, mais on n'a pas les VC pour soutenir des startups industrielles, B2B, à se développer et à grossir. Ça a été un des problèmes pour Explicit à un moment de grossir. On commence à le voir émerger pour les startups qui sortent de nos programmes. Et si on ne fait rien, si la BPI, si les instances étatiques et même corporate ne mettent pas en place les financements adéquats, on risque d'avoir toutes ces startups qui partiront aux US pour aller chercher les VC californiens, que ce soit dans la Silicon Valley, à Los Angeles ou à New York, pour continuer leur développement avec tous les risques que cela impose. Et donc chez Starburst, on pousse ce projet de monter un fonds d'investissement dédié, mais c'est quelque chose de très difficile. Et je voulais juste alerter tout le monde là-dessus.
Merci François. C'était un peu le mot de la fin. Je pense que c'est quand même l'un des points clés, c'est le cash et l'argent. On a vu que les groupes français commencent à s'organiser pour accueillir et permettre l'accélération du développement de ces startups. Donc c'est plutôt positif tout ça. Voilà. Je vous remercie tous de votre attention.